Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Éric Woerth. Bonjour, vous êtes député Les Républicains de l'Oise et secrétaire général des Républicains. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Éric Woerth, l'actualité toute la journée, ce sera la préparation de la demi-finale de l'Euro France-Allemagne ce soir à Marseille. On n'a pas battu l'Allemagne en match officiel, je précise, depuis 1958. Est-ce qu'on a un complexe face aux Allemands ? Bon, en tout cas, il se passe quelque chose. Autant d'années sans victoire, c'est évidemment beaucoup. Donc on peut raisonnablement se poser la question. Il faut quand même rompre avec cette chaîne infernale de défaites. Certaines ont été d'ailleurs très, très historiques. Tout le monde s'en souvient, enfin en tout cas pour les plus anciens. Donc j'espère qu'on va la rompre, comme tous les Français. J'espère que l'équipe de France, elle brille quand même. Elle était extrêmement terne au début, et puis maintenant, elle commence à faire. Des Français ? Oui. Enfin, des bonnes nouvelles de temps en temps, c'est quand même pas si Finalement, on n'a pas oublié totalement Karim Benzema ? Si, un peu, enfin même totalement, oui, parce que l'équipe elle fait son job, et puis devant Giroud ou Griezmann, c'est évidemment des attaquants extraordinaires. Ils marquent, il y a des jolis buts de la tête, le but en lobe du gardien est très très beau. Il y a 2 ou 3 jours, c'était vraiment très beau, donc elle peut gagner cette équipe, il n'y a aucune raison. Alors les Allemands, c'est du solide. Votre pronostic, ça reste du solide. Mon pronostic, attendez, faut pas que parce que j'en ai déjà fait un hier, faut pas que je me trompe trop. Vous avez perdu ou gagné des dîners? Non, j'ai dit qu'on gagnait, évidemment. Je sais pas, moi j'aimerais bien, j'ai pas dit ça hier, mais je me suis dit, au fond, on gagnerait 3-1, ce serait une belle revanche par rapport à 82. Évidemment, Christophe Bordet. Du foot, de l'euro à la politique, j'ai presque envie de dire, il n'y a qu'un pas. Jacques Chirac avait profité largement de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde 98. Il avait gagné 15 points dans les sondages, ce qui était évidemment énorme. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec la configuration actuelle que l'on connaît tous, est-ce que François Hollande peut bénéficier exactement de la même remontée ? Non, je ne crois pas, parce qu'il y avait un capital sympathie chez Jacques Chirac, même à l'époque où il était assez bas aussi. Il y avait un capital sympathie, on ne remettait pas en cause, au fond, sa compétence. C'est aussi dur que cela. Pour François Hollande, je trouve que les choses sont beaucoup plus dégradées. Il n'y a pas de capital sympathie. Je pense pas. Je crois qu'il n'y a aucun capital, en fait. Donc, au fond, le président n'est pas rentré dans les costumes de président. Il n'est pas rentré dans les costumes de footballeur non plus. J'ai joué au football avec lui. Contre le Variété, il y avait une équipe de l'Assemblée. Un bon joueur qu'il soit président. Non, enfin, pas meilleur que moi, en tout cas. Donc, plutôt médiocre, mais plutôt sympathique. Et donc, on a fait un jour un match contre un Variété pour une association. Donc, il doit s'intéresser au football. Non, mais moi non plus d'ailleurs. Mais moi j'avais fait un petit pont à Laurent Blanc et c'était en photo dans un journal. À mon avis, c'était une erreur de ma part, mais ça s'était transformé. Juste une petite chose, dans un sondage ce matin, François Hollande remonte à 12%. Dans le sondage IFOP fiducial de ce début de semaine, c'était à peu près la même chose. Ça vous inspire quoi ? Il faut changer beaucoup de choses en France, que le travail de transformation n'est pas fait, que les Français sont en colère. Enfin, ce qu'on dit sur tous les plateaux régulièrement est vrai. On le vit comme ça. Beaucoup de gens disent il faut que ça s'arrête, il faut retrouver un élan, et on voit bien qu'on ne peut pas reconstruire un élan, même avec une victoire éventuelle de l'équipe de France, qui n'est pas impossible, la victoire de l'équipe de France. Parce que si on bat l'Allemagne, alors avec des si, on fait beaucoup de choses, mais enfin, l'Allemagne, au fond, c'est quasiment une finale avant l'heure. Vous êtes revenu au football, hein. Ouais. Vous avez quitté la politique. Hein. C'est plus sympa. Alors, au fond, c'est assez sympa aujourd'hui. Parce que contre le Portugal, n'est pas une équipe très brillante. Vous parlez un peu de politique. Mickaël Zamès. Je vous en prie. La motion de censure n'a pas été déposée ni par la gauche ni par la droite, on va y revenir, mais Manuel Valls, hier, devant l'Assemblée nationale, assure n'avoir qu'une majorité relative pour gouverner. Il peut-il encore gouverner ? Majorité relative, c'est une minorité absolue. Et ça veut dire qu'il n'a pas de majorité pour faire adopter ces textes. Sinon, d'ailleurs, il serait passé par le Parlement, et il a contourné le Parlement, enfin en tout cas l'Assemblée nationale, au travers du 49.3, pas le Sénat, parce que ça c'est pas possible, mais il l'a fait. Et donc il a créé un sentiment de frustration chez les députés qui est très, très important. De lassitude aussi. Pourquoi on ne dépose pas, nous, une motion de censure ? Parce que on n'a pas bien compris. Parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir où mettre son énergie. On serait en train de voter une motion de censure à 16h aujourd'hui. François Bayrou dit que... Hier sur notre plateau, François Bayrou a été sévère. Il a dit que c'est à cause de l'euro.
Enfin, écoutez, François Bayrou, je veux dire, il n'est pas vraiment dans la politique nationale aujourd'hui. Ah bon? Il pourrait y arriver vite. Hein. Oui, mais enfin, François Bayrou, il est un spécialiste de l'élection présidentielle, donc il pointe son nez chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Et c'était surtout un très grand soutien de M. Hollande. C'est ce que je remarque, il essayait de le faire oublier, mais enfin, moi, j'ai pas tout à fait oublié. Donc, on n'a pas déposé de 49.3, d'abord parce que c'était deuxième lecture, ça avait son sens dans une première lecture, puis à un moment donné, vous dites on passe à autre chose. Ils veulent leur texte, ils l'ont totalement... ce matin, ils peuvent quand même vous remercier. Non, non, on est contre ce texte, on l'a dit à plusieurs reprises, on l'a dit sans arrêt, sous toutes ses formes. On a été contre son évolution, on était favorable à sa philosophie au départ, on aurait voté d'ailleurs sa version numéro 1. Après, c'est totalement parti en vrille, c'est parti en vrille dans la rue, c'est parti partout. Vous arrivez au pouvoir. Écoutez, on l'a reconstruit. Le travail qui a été fait au Sénat était un bon travail. Il était fondé sur les propositions des Républicains, sur les débats que nous avons eus évidemment au sein des Républicains. Et le travail du Sénat était un bon travail. Ça peut commencer à ressembler à un texte qui pourrait être un texte proposé au Sénat d'ailleurs dès le mois de juillet 2017. Dès le mois de juillet 2017. Oui, dès le mois de juillet 2017, il faut vraiment réformer le marché du travail. Le marché du travail, c'est aujourd'hui un marché du chômage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de rencontre entre l'offre et la demande. Donc il faut réformer le droit du travail. Et à partir du droit du travail, c'est un marché du travail qui se crée. Éric Woerth, le gouvernement a levé un coin du voile sur le projet de loi de finances 2017. Terminer le plan d'économie promis par François Hollande de 50 milliards d'euros. Ça vous inspire quoi ? C'était couru d'avance, on l'avait indiqué, il y a beaucoup de cadeaux électoraux qui sont faits. Aujourd'hui, tout est fait sur le plan électoral. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dépense beaucoup d'argent, on a fait le compte, c'est 7 à 8 milliards en année pleine. Donc s'il y a alternance, on va revenir avec des cadavres dans le placard un peu partout, des cadavres financiers dans le placard, ce qui sont considérables, enfin ce sera difficile à gérer. Il y a à la fois pas de diminution du nombre de fonctionnaires, il y a à la fois un abandon de cela. Donc ce sera à la droite de gérer. Les Français paieront, c'est ça que vous dites ce matin ? Il faudra qu'on gère, oui, on va gérer beaucoup de choses compliquées. Et les Français paieront. Après ce départ, s'il y a départ et s'il y a alternance, c'est pas confirmé, ce sera un départ en catimini, mais ils font tout pour essayer de l'éviter. Il y a du clientélisme à fond, et puis il y a des cadeaux électoraux à fond. C'est pas la bonne façon de gérer le pays aujourd'hui. Tout ça sous le regard certainement un peu éberlué des Européens, mais qui, c'est vrai, ont d'autres soucis avec le Brexit. Et pourtant François Hollande avec les migrants. Pourtant, François Hollande confirme qu'on sera sous la barre des 3% pour 2017, la fameuse barre des 3% de déficit. Comment il fait ? C'est un magicien ? Oui, c'est Bercy, c'est pas lui. Bercy est toujours assez magique, mais enfin c'est normal d'ailleurs parce que Bercy est contre ces idées là qui sont en train de fleurir, d'augmentation de dépenses dans tous les sens. Donc Bercy essaye de se rattraper. Par exemple, la transformation du CICE, le CICE, ils abandonnent. Enfin plutôt le jeu de go entre la C3S, c'est-à-dire la dernière étape de réduction, de suppression d'une taxe sur le chiffre d'affaires, par rapport à une augmentation du CICE. L'augmentation de passer de 6 à 7% sur le CICE, donc on troque au fond, on fait pas la C3S, on fait le CICE. Comme ça, sur le papier, c'est bien. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Pour une bonne raison, c'est que ça décale tout ça en termes de trésorerie. Le CICE, c'est comptabilisé quand c'est décaissé. Comme c'est décaissé avec une année de retard, comme c'est 2017, le CICE 2017, c'est décaissé en 2018. Résultat des courses, comme vous faites pas la C3S, vous gagnez la C3S. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Comme les 100% de dette. Les 100% de dette, vous appelez des emprunts beaucoup plus chers que sur le marché, mais il y a une prime d'émission, vous encaissez la prime et le reste, les gens paieront. C'est très technique, c'est le ministre du budget qui parle là. Oui, c'est technique, mais c'est la vérité de tous les jours. C'est-à-dire que demain, on paiera des taux d'intérêt plus élevés simplement parce qu'on a pris une soulte au départ. Cette soulte, elle facilite les choses en termes de déficit maastrichtien, mais elle complique évidemment les choses pour l'avenir. On mange notre blé en herbe. Vous parliez de l'Europe et notamment des conséquences du Brexit. Les Anglais sont face à une crise immobilière importante devant eux. Est-ce qu'on est presque face à un cas comme Lehman Brothers, comme on a pu connaître en 2008 ? Chaque fois qu'on le prévoit, évidemment, il n'y a pas de crise. Une crise prévue est une crise contrée. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'indices qui montrent qu'il peut y avoir une crise financière majeure. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir, je fais une parenthèse, c'est assez surprenant de voir François Hollande, Manuel Valls faire la danse du ventre aux financiers quand on se réfère au discours du Bourget. Enfin, c'est une fin assez extraordinaire. Moi, je
suis d'accord pour qu'on récupère un maximum de sièges, que le passeport européen, évidemment, il ne fonctionne plus. C'est-à-dire le droit d'opérer de façon bancaire, ça ne fonctionne plus à Londres. Mais enfin, quand toute la campagne de François Hollande, elle a été construite sur l'ennemi, c'est la finance, aujourd'hui, c'est financier, venez à nous, venez en France. Justement, avec le Brexit... Ça manque pas de sel. Enfin, avec le Brexit aujourd'hui en Grande-Bretagne, il est bien normal que les pays autour essaient de sortir les marrons du feu en quelque sorte et d'en profiter. Donc quand par exemple Manuel Valls annonce hier des mesures pour attirer les travailleurs britanniques, les entreprises étrangères en France de manière plus globale, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 28% qui est confirmée, c'est quand même une bonne chose. Enfin, je ne sais pas s'il y a, on verra au moment du budget. Tout ce que je sais, c'est que ça manque pas de sel de voir un président de la République élu sur l'ennemi, c'est la finance, et de l'autre maintenant un Premier ministre et un président de la République qui font la danse du ventre pour attirer les financiers. Voilà, je ne dis pas plus. Évidemment qu'il faut essayer de jouer l'attractivité par rapport à Francfort. Il y a le régime des impatriés, c'est grosso modo les gens qui viennent travailler en France, qui vont payer moins d'impôts. Il a été largement dévitalisé par la gauche. Elle le revitalise, elle redonne un coup d'accélérateur. C'est tant mieux. Évidemment, il faut qu'on attire des emplois. Mais enfin, admettez quand même que c'est une fin de quinquennat en feu d'artifice. C'est Éric Woerth, député de l'Oise, secrétaire général des Républicains, qui est notre invité ce matin. On en vient aux primaires qui vont vous concerner en tout premier chef. Vous êtes secrétaire général des Républicains. La presse souligne la remontée dans les sondages de Nicolas Sarkozy. Et quand on regarde la configuration, le report des voix au deuxième tour, hypothétique, on s'aperçoit que les sympathisants, les militants qui ont voté pour Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé, en tout cas ceux qui resteront, ne se reporteront pas assez facilement sur Nicolas Sarkozy. Donc, vous avez un problème de deuxième tour, vous qui soutenez Nicolas Sarkozy. Vous en avez conscience ? Il suffit qu'il y ait un peu de manque de courtoisie au départ et c'est fini. Un tour après l'autre. Voilà, si vous passez pas le premier tour, vous n'êtes pas au second, donc il faut pas se tromper de mais vous de avez pointé, vous avez regardé ça ? Une progression régulière, mètre par mètre ou millimètre par millimètre selon ce que vous souhaitez, mais très fort de Nicolas Sarkozy. Bon, ce sont des sondages. Enfin, en tout cas, il y a une progression et ce que je disais, c'est que le jeu était très ouvert, montre que le jeu est effectivement très ouvert. Et à un moment donné, les Français de droite et du centre, ils regarderont, ils diront voilà, qui est le meilleur candidat. Ce qu'on cherche, c'est le meilleur candidat dans les circonstances de la France d'aujourd'hui. C'est pas c'est le moindre dérapage. Le deuxième avant tour, le premier tour. J'y viens. Le deuxième tour, c'est une affaire de dynamique. Donc le deuxième tour, aujourd'hui, on ne peut rien sonder sur un deuxième tour, ni pour l'élection présidentielle, ni sur la primaire, car le premier tour masque une sorte de paravent total. Et évidemment, la primaire, elle doit bien se passer. Celui qui agressera les autres ou qui perdra son sang-froid sera, et ce sera normal, je pense, très sanctionné par la population. On ne souhaite pas cela. Il faut que ce soit... Aussi. Je ne suis pas un conseil pour Nicolas Sarkozy, il n'est pas particulièrement agressif, Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais perdu. Il est sur le fond. Non, il ne perd pas son sang-froid. De temps en temps, il explique un peu vigoureusement. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça doit bien se passer. Nous sommes dans la même famille politique. Et on doit se respecter, c'est la base. Le premier qui même si on doit se différencier, on doit se respecter. Et moi, je respecte absolument tout le monde. Éric Woerth, François Bayrou, qui était à votre place hier, a donc dit que si ce n'était pas Juppé qui arrivait en tête de cette primaire, eh bien, il ferait ce qu'il a à faire. Sous-entendu, si c'est Sarkozy, Bayrou se présente. C'est l'heure de la revanche ? À moins qu'il soutienne à nouveau François Hollande. Ça sera la revanche ? Non, mais j'attends. Il peut peut-être soutenir François Hollande dans le dernier carré. J'en sais rien. Enfin, François Bayrou, c'est vraiment, comme je le disais, un spécialiste de l'élection présidentielle. En plus, vous prononcez mal son nom, Bayrou. Bayrou, oui. Donc, bref, voilà. Il ne représente rien pour vous aujourd'hui. Il ne représente rien pour vous aujourd'hui. Il représente bien sûr quelque chose, par principe. Enfin, les centristes sont aussi beaucoup représentés par les candidats républicains. Je crois pas. Je pense que, en réalité, François Bayrou est plutôt un candidat de gauche. Donc à ce moment-là, il prend plutôt des voix à gauche. Qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui, François Bayrou ? Non, c'est la vérité. Enfin, qu'est-ce qu'il prend ? Vous avez remarqué qu'il n'était pas tout à fait indulgent avec une famille politique. Je ne sais pas à quelle famille politique il appartient. Il appartient à la sienne. La vérité, c'est qu'il appartient. Éric Woerth, hommage au pluriel aujourd'hui à Michel Rocard. Qu'est-ce qui vous a apporté, vous, sur le plan politique, Michel Rocard ?
J'en sais rien. Je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment un homme qui mettait ses convictions d'abord. Je pense que c'était beaucoup dit, donc il avait des convictions, une réflexion. Je pense qu'il a montré que le fond en politique, c'était très important. Alors ça a montré aussi que la tactique l'emportait sur le fond, puisque Mitterrand a toujours réussi. Au fond, c'est la gauche qui a tué Rocard. Je vois bien que la gauche, dans son ensemble, fait un hommage magnifique, mais enfin, c'est quand même la gauche qui a tué Rocard pour une bonne partie, c'est pas la droite. Mais les convictions, et je pense que maintenant le fond domine sur toutes les manœuvres d'appareil. Mitterrand était un manœuvrier hors pair, il a eu la peau de son Premier ministre éphémère. Mais Rocard, c'est le fond domine la forme, l'énergie aussi, c'est beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de choses et puis il a fait des grandes réformes. Mais c'était des réformes généreuses. C'était des réformes faciles. Quand on fait un revenu minimum, c'est pas très compliqué. C'est compliqué techniquement, mais c'est des choses faciles. C'est plus facile que de redresser le pays. Éric Woerth, le parquet veut renvoyer en correctionnel pour harcèlement moral des dirigeants de France Télécom. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du drame, on a vu qu'il y avait eu énormément de suicides, une 60aine, est-ce qu'il n'y a pas une problématique de réforme des entreprises et comment réformer ? Sur Rocard, il a travaillé avec Alain Juppé à la demande de Nicolas Sarkozy, et ça a été un bon moment, je pense, pour le pays. Je trouve d'abord que c'est un temps fou. Enfin, je veux dire, cette affaire, elle a commencé, je ne sais plus quand, dans les années 2007 ou 2006. Mais ça porte sur les années 2008-2009. Un temps gigantesque. Ah oui, sur d'autres années. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ces questions de harcèlement, elles sont évidemment majeures. Quelle est la différence entre le harcèlement et la pression professionnelle et la pression professionnel que vous avez, que nous avons tous à un moment donné? Je pense qu'il faut faire très très attention de ne pas confondre les deux quand même. Merci Éric Woerth d'avoir été notre invité ce matin, député Les Républicains de l'Oise, secrétaire général des Républicains, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et j'accueille notre partenaire André Crétenant qui dirige l'information de TV5 Monde et qui nous diffusera ce week-end sur toutes les antennes, les 9 antennes de TV5 Monde à travers la planète. On démarre, si vous voulez bien, ce débrief par la demi-finale de l'Euro France-Allemagne. On n'a pas battu l'Allemagne depuis une éternité, Raphaël Ruffier-Fossoul. Me faisait remarquer en match officiel, puisqu'on les a battus en match amical. Est-ce qu'on a un complexe vis-à-vis de l'Allemagne? Éric Woerth a balayé ça. Oui, je pense qu'on peut dire surtout qu'on a eu de la chance au tirage sur cet Euro pour l'instant, parce que c'est la première grande équipe qu'on va rencontrer. Je sais pas comment a été fait le tirage au sort, c'était pas pour lancer une polémique sur les boules chaudes ou les boules froides, mais enfin en tout cas on a eu des boules bien chaudes pour nous. Et donc c'est un vrai test pour la France ce soir, mais honnêtement, je crois que les Bleus là, peuvent vraiment vaincre le signe indien. Éric Woerth, qui était notre invité ce matin, a eu du mal à rentrer dans la politique. Là. Il voulait rester sur le football. Oui, je crois. Mais bon, alors, ce qui est piquant, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est le modèle en France. L'Allemagne fait tout mieux. Voilà, ils ont moins de chômage, ils créent des emplois, ils sont compétitifs. Leurs voitures, non, exception. Les voitures ne sont plus aussi formidables parce qu'ils ont triché. Mais enfin, l'Allemagne, c'est le modèle. Donc si ce soir, effectivement, la France arrive à battre l'Allemagne, je pense que ça sera un joli clin d'œil. Ouais. On a oublié Karim Benzema, il a dit Éric Woerth, oui, on l'a oublié, Karim Benzema. Oui, je crois qu'on l'a oublié. Ça reste un très grand joueur, mais honnêtement, dans l'équipe de France, on voit qu'elle joue plutôt mieux sans lui qu'avec lui. Il ne suffit pas d'être un bon joueur, il faut avoir une équipe autour qui fonctionne bien. Indépendamment des polémiques qu'il y a pu avoir, au final, son absence a plutôt fait du bien au bleu. C'est la nouveauté, je crois. Effectivement, c'est la nouveauté. On avait avant une équipe avec beaucoup d'individualité, qui avait de la peine à s'entendre en plus. Là, on a une véritable équipe. Donc c'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est ça leur avantage aujourd'hui. On passe à la loi travail. Est-ce que c'était beaucoup de bruit pour rien, Raphaël Ruffier-Fossoul? Alors, Éric Woerth a dit Manuel Valls a contourné le Parlement et il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de dépôt de 49.3 car il fallait passer à autre chose. Je crois que tout le monde a envie de passer à autre chose, les politiques les premiers, puisqu'ils voulaient surtout pas rallonger le débat, surtout pas prendre le risque de rater le début du match de l'équipe de France. Ça, c'est François Bayrou sur notre plateau hier qui disait ça. Bah oui, on en est là. Au final, qu'est-ce qu'aura gagné Manuel Valls dans cette histoire? Pas grand-chose. On a vu une statue d'autorité. Regardez dans les sondages, c'est un peu Macron qui l'a débordé sur le long terme, je veux dire. Sur le long terme, on verra si sa loi crée beaucoup d'emplois. Elle
porte une réforme peut-être importante sur les négociations sociales. C'est pour ça que la CFDT la soutenait. Mais c'est pas une loi qui va créer immédiatement beaucoup d'emplois. Et André Quatennens. Éric Woerth dit aussi que François Hollande ne profitera pas d'une victoire éventuelle de la France. Mais enfin, ça sera quand même quelques points, je dirais, de bonheur brut. Donc ça fera du bien au moral de la nation. Et donc c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais pour revenir à la loi sur le travail, effectivement, je crois que les gens ont envie de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que l'opposition à cette loi est disparue. Je pense que les Français restent majoritairement contre cette loi, mais voilà. En tout cas, il y a plus de monde dans les fan zones que dans les manifs en ce moment. Et effectivement, on a envie de passer à autre chose. Alors, dès juillet 2012, il faut réformer le droit du travail, nous a dit Éric Woerth ce matin. C'est-à-dire qu'au fond, on va continuer sur cette lancée. C'est un peu le paradoxe, parce que d'un côté, effectivement... C'est 2017, vous avez Oui, corrigé. 2017, bien sûr, mais paradoxe, parce que d'une part, effectivement, très forte opposition aux réformes, et en particulier sur le Code du travail. Or, les candidats de droite ne cessent de proposer des réformes, s'ils arrivent au pouvoir, qui vont beaucoup plus loin que les réformes qu'ils ont proposées aujourd'hui. Donc là, il y a un véritable paradoxe, et je ne sais pas très bien comment le public va réagir. Je crois que c'est surtout que les gens attendent qu'on crée des emplois. On voit bien qu'il y a un problème majeur d'emploi en France et qu'on voit bien que cette réforme qui est annoncée comme importante ne créera pas d'emplois. Donc pourquoi pas aller beaucoup plus loin si ça permet de créer des emplois ? Mais si les Français ne souhaitent pas cette réforme-ci, je ne vois pas très bien comment ils accepteraient une réforme qui irait plus loin. Non, je crois que les Français sont prêts à accepter une réforme qui va plus loin, mais c'est quand même plus facile de faire une réforme en début de mandat cohérente avec son projet présidentiel qu'en fin de mandat où on sait que de toute façon, le temps de l'application de la loi ne permettra pas de voir si elle est efficace ou pas. Un paradoxe qu'a souligné Éric Woerth, c'est que François Hollande était l'ennemi de la finance, candidat d'élection présidentielle, et aujourd'hui il veut attirer ces mêmes financiers. C'est assez piquant de le relever, je pense qu'il a effectivement il a raison. Mais et en ce qui concerne Londres, vous vous souvenez que le maire de Londres, Johnson, avait dit aux entrepreneurs et aux financiers, venez à Londres. Mais tout le monde est d'accord pour qu'ils viennent à Paris quand même, là. Il y a une unanimité politique probablement. Bien sûr. C'est vrai que François Hollande, il aura fait à la fin de son mandat exactement l'inverse de ce qu'il avait fait au début. C'est ce que nous a souligné notre invité. Cela dit, c'est pour ça que le bilan qui restera majeur, qui restera crucial. C'est le niveau de fiscalité qui jouera. Ce n'est pas tellement les appels politiques. Quant à François Bayrou, c'est un spécialiste de l'élection présidentielle, nous a dit Éric Woerth. Alors ça, c'est la petite méchanceté. C'est Vachard. C'est la petite, voilà. C'est même dit qu'il n'était plus dans la politique nationale aujourd'hui. Voilà. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, effectivement, et qu'il peut tout à fait rallier un certain pourcentage d'électeurs. Il peut rallier en cas de quoi ? En cas de victoire de Nicolas Sarkozy aux primaires, par exemple ? Oui, alors, comme on recherche toujours le candidat différent, je pense que si les électeurs en ont un peu marre, d'un côté de Hollande, de l'autre de Sarkozy, ça peut être un candidat qui peut effectivement... Mais de là, aller rechercher Bayrou, qui a déjà eu sa chance plusieurs fois. Je sais, mais comme il n'y a pas de nouveau candidat, il n'y a pas de candidat providentiel, il n'y a plus de Nicolas Hulot, par exemple, et donc voilà. Bien sûr. Il y aura peut-être Emmanuel Macron, on verra. Il n'a quand même pas été à l'aise quand on lui a posé la question de la configuration d'un deuxième tour pour Nicolas Sarkozy, où des candidats qui n'auraient pas été retenus au premier tour n'iront pas forcément appeler à voter. S'ils appellent à voter pour lui, ou au moins les sympathisants n'iront pas forcément voter. Je pense qu'il est mal à l'aise parce qu'effectivement c'est difficile d'imaginer déjà maintenant le deuxième tour. Il parle d'une dynamique. Il a raison, il y a une dynamique sur le premier tour et c'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer au deuxième tour. Donc je pense que voilà, il est plutôt prudent en fait. Le vrai problème de Nicolas Sarkozy, c'est le même que François Hollande aussi aujourd'hui, c'est que les Français n'en veulent plus. Et donc la logique du tout sauf Sarkozy, elle va effectivement s'enclencher aux primaires. Le problème, par contre, c'est que l'alternative, elle a du mal à aussi émerger. Donc, au final, je ne suis pas convaincu que Nicolas Sarkozy n'arrive pas à l'emporter. L'unanimité aujourd'hui, elle est pour Michel Rocard, un hommage national ce matin. Ça, c'est drôle. Aucune voix discordante. Pourquoi vous dites c'est drôle ? C'est drôle parce que Michel Rocard, il a fini quand même relativement impopulaire, mais on va dire que ça donne beaucoup d'espoir à Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on retiendra de Michel Rocard, André Quatennens ? J'allais dire la pensée de gauche. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit Éric Woerth, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire des convictions, des convictions sur le travail, sur la vie en société, et aussi sur la manière dont il concevait le futur, c'est-à-dire une société qui ne serait pas nécessairement centrée sur le travail, mais sur un équilibre entre le développement personnel, etc. Il était assez visionnaire de ce point de vue-là aussi.
Raphaël. C'était une pensée qui était toujours inscrite dans l'histoire. C'est la force de Rocard, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans les politiques aujourd'hui. C'est finalement d'où vient Emmanuel Macron. Il sort d'une banque, il ne sort pas de l'histoire du Parti socialiste. Raphaël Ruffier, Fossoul, Lyon-Capitale, votre une, le rêve? Le rêve d'une plage à Lyon. On a vu que Paris avait annoncé qu'on pourrait se baigner dans la Seine aux prochains Jeux Olympiques. Alors on fait ce rêve-là dans le Rhône et la Saône à Lyon. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon-Capitale. Merci André Quatennens de TV5 Monde qui va diffuser les meilleurs moments de cette matinale d'info ce week-end sur les 9 antennes. Merci à vous d'avoir été nos invités, nos débriefeurs ce matin. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info et les programmes continuent sur Sud Radio et sur Public Sénat. Merci à tous, à demain.